Bonjour, je m'appelle Amandine, je suis directrice de programme en innovation chez Schoolab. C'est-à-dire que j'aide les startups et les grands groupes à maturer, accélérer et lancer leurs projets. En effet, j'ai un background de product owner, product manager, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai suivi une formation en école de commerce, donc une formation business. Puis après, j'ai suivi une formation en design avec une spécialisation en UX, UI, en design thinking. Et aujourd'hui, après avoir travaillé une dizaine d'années dans le lancement de produits, j'ai rejoint Schoolab en tant que directrice de programme. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un focus en particulier sur l'observation, parce qu'effectivement, c'est un bon moyen de commencer votre projet, mais également, c'est un bon moyen de récupérer les bonnes insights et de vérifier les bonnes opportunités. Donc, effectivement, on va se concentrer sur le fait de discerner les premières opportunités grâce aux observations. Alors, pour certains, vous avez peut-être déjà des premiers clients. C'est pas grave parce que ces outils, vous allez voir, qui permettent de descendre des opportunités, peuvent le faire tout au long du projet. Vous allez voir qu'effectivement, on a toujours tendance à se dire qu'on a déjà observé. Mais en fait, des observations, on en fait tout le long. Et notamment, donc, vous verrez que ces outils que je vais vous présenter aujourd'hui sont donc intemporels. Pourquoi des outils? Parce qu'en fait, ce n'est pas si facile que ça d'analyser tout ce qu'on peut observer. En effet, il est souvent nécessaire de pouvoir mettre tout à plat et de pouvoir prendre un peu du recul plutôt que de suivre l'idée qu'on a en tête et les a priori qu'on a. Donc c'est vraiment cette idée de vous aider avec ces outils-là à analyser tout ce que vous allez pouvoir observer et en tirer le meilleur profit. On va donc parler outils. On va se focaliser d'abord sur des outils de restitution avec le persona, l'empathie, map pour creuser encore plus vos personas, le customer journey pour focaliser sur son parcours, la fiche problématique pour vraiment essayer de voir quel est le problème essentiel sur lequel vous allez vous concentrer. Et après, on passera sur les outils de tri et effectivement, on va faire un focus sur la mind map qui vous permettra justement de mieux prioriser et sélectionner les insights. Comment on va faire ça? On va faire ça en juste 3 étapes. Donc les outils de restitution, pour qu'on vous montre vraiment comment vous appuyer là-dessus pour les analyser, les outils de tri, et puis après on vous donnera quelques règles pour appliquer tout ça à votre projet, bien sûr. Pour commencer, donc le persona. Il s'agit en fait effectivement d'un outil qui est là pour vous aider à définir les archétypes d'utilisateurs. On n'est pas du tout, bien sûr, dans le stéréotype, dans le préjugé. Il faut bien sûr se dire qu'une fois que vous aurez défini un persona, bah, vous pouvez en trouver plusieurs. Vous verrez que ce n'est pas, on va dire, un archétype unique. Vous pouvez vous adresser à différents types d'utilisateurs. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que pour un premier jet de produit, il vaut mieux se concentrer sur un nombre restreint de personas. Donc on va se dire qu'au début, si vous en avez 3, ça serait déjà bien parce que sinon ça va être compliqué lors de la conception parce que vous allez essayer de designer pour tous les types de personnages et ça sera trop complexe à gérer. Donc vraiment essayer de focaliser sur les archétypes d'utilisateurs principaux et essayer donc de limiter à 3. Quel est l'objectif de ce personnage? C'est vraiment de vous faire rentrer en empathie avec votre type d'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire entrer en empathie? Ça veut dire être capable de se mettre à sa place, vraiment l'impression que vous pouvez marcher dans les mêmes pas que lui et notamment bien comprendre ses freins et ses problématiques, mais aussi ses motivations. Comment on vous demande de le faire? Tout simplement avec une fiche type persona. Donc là, on a mis un petit picto de personnage, mais vous pouvez carrément mettre une photo, et notamment une photo d'un personnage dans son contexte. Bien sûr, lui donner un nom, un prénom, un âge, une situation professionnelle, voire une situation même familiale. Ça peut vous aider, ça peut être très caractéristique aussi parfois de certains types d'utilisateurs. Vous pouvez également, du coup, décrire son, on va dire, qui elle est. Donc ses centres d'intérêt, ses habitudes de consommation, son comportement, qu'est-ce qu'il fait dans sa journée type, par exemple. Et après, comme je vous le disais, l'objectif, c'est quand même d'aller voir ses problèmes et ses freins. Donc, qu'est-ce qui va le gêner, justement, dans ce contexte-là. Et également, quels vont être ses besoins et ses envies. Donc, vraiment, ses aspirations. Et enfin, pour essayer de mieux répondre à ses besoins, d'essayer un peu plus comprendre aussi le contexte, donc d'aller se rapprocher et s'intéresser également aux services qu'il utilise, aux marques auxquelles il va vouloir aller, par exemple. Et enfin, vous pouvez également donner un verbatim, c'est-à-dire une phrase caractéristique comme une citation qui vraiment décrirait un peu de manière, je dirais, résumée, la situation dans laquelle il se trouve. Vraiment, l'objectif avec
la description de ce type d'utilisateur, c'est de pouvoir vous-même vous projeter à sa place et vous dire, ok, si je suis lui, qu'est-ce que je veux? Ce persona, bien sûr, il va varier et évoluer, s'affiner, je dirais plutôt même, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre projet. Puisqu'au fur et à mesure, vous allez le connaître de mieux en mieux et puis le préciser. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase d'observation, mais vous allez aussi le réutiliser dans la phase de conception ou dans la phase de prototypage et toujours affiner ses caractéristiques et ses remarques, ses envies, ses besoins. C'est très important. Et il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans cette première phase, c'est plutôt un persona que vous allez associer à vos early adopters, donc les premiers utilisateurs, mais quand du coup, ça pourra être des nouveaux profils quand vous serez dans une phase, par exemple, de lancement où vous saurez sur le fait que vous allez essayer de élargir votre communauté d'utilisateurs, bien sûr que là, vous pourrez en avoir aussi de nouveaux qui apparaissent. C'est pour ça que je parlais de pas seulement affiner, mais aussi varier. Ce qui est important également, c'est de vraiment se dire qui est votre cœur de cible du coup aujourd'hui, qui sont vos early adopters, et c'est eux par lesquels vous devez commencer, et c'est eux qui doivent faire partie de ces 3 premiers personas. Si on prend un exemple, on peut prendre par exemple le cas de Blablacar. Pourquoi Blablacar? On ne va pas se limiter à un persona, parce que typiquement, quand on parle de Blablacar, si vous connaissez, c'est cette start-up qui propose du covoiturage, c'est très bien d'avoir typiquement quelqu'un qui conduit la voiture, mais si on n'a pas quelqu'un qui est passager dans la voiture, on n'a pas de deal et d'échange. Donc en fait, effectivement, pour Blablacar, on a forcément déjà 2 personas. Un qui est donc Tal, qui est donc le conducteur, qui est a 42 ans, qui est marié avec 3 enfants, qui est originaire de Lisieux, qui est comptable. Donc vraiment, vous voyez, on traduit aussi bien son âge que sa situation professionnelle ou familiale. Et on décrit également quelle est sa priorité. Donc par exemple, lui, il est à fond dans la famille, il adore faire de la pêche, et il fait quand même pas mal attention à ses dépenses. Et vous allez voir que ça en est même un frein, il prend jamais le train parce que par exemple, il considère que c'est trop cher, et il ne voit pas non plus les transports en commun. Ça, c'est un autre point. Et ça, c'est plutôt parce qu'il trouve que les gens sont de mauvaise humeur. Et donc, il préfère se déplacer en voiture. Mais pour autant, ça commence à lui coûter cher. Donc, son besoin, c'est de savoir comment je peux faire en sorte que ça me coûte moins cher. Effectivement, les services qu'il utilise, c'est sa voiture, du coup. Ça va être la station-service et ses Waze pour pouvoir se repérer et savoir quel est le meilleur trajet. En verbatim, on peut donner, par exemple, des amis me demandent régulièrement si je peux conduire leurs enfants à Lisieux le vendredi. Donc là, on est vraiment sur le type d'utilisateur conducteur. Et bien sûr, face à ce type d'utilisateur conducteur, on a un deuxième utilisateur qui est, lui, le passager. On va même dire elle, puisqu'on a choisi Patricia. Elle a 27 ans, elle est célibataire, elle est originaire de Paris et designer. Effectivement, Patricia, elle, ce qu'on va trouver dans ses caractéristiques, c'est qu'elle adore voyager. Dans ses problèmes, c'est plutôt le fait qu'elle trouve souvent que les billets de train ou l'abonnement sont assez chers et qu'ils ne sont pas tous disponibles. Donc un manque de flexibilité en plus du tarif. Et dans ses besoins, on remarque qu'elle aime bien aller dans des endroits atypiques, donc pas toujours desservis par les transports en commun. Vous verrez aussi que dans ses verbatims, elle adore voyager et rencontrer de nouvelles personnes. Donc elle a aussi un vrai besoin de sociabilité. Et dans les services qu'elle utilise, le train, les groupes Facebook pour le covoiturage, les transports en commun, les bus, donc ils sont assez larges, les différents points de contact. Donc, 2 utilisateurs types, 2 personas dans ce cas-là. Maintenant, si on passe au deuxième outil, l'empathimat, on va essayer d'aller un peu plus loin en empathie avec nos personas. Quel est l'objectif, effectivement? C'est d'avoir un outil complémentaire qui permette de ne pas s'arrêter à ce premier schéma de qu'est-ce qu'ils nous disent ou de qu'est-ce qu'on voit, mais plutôt de qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils entendent, comment ils se comportent, et donc d'aller encore plus loin dans les motivations et les frustrations. C'est le persona et l'empathie map, ils doivent se faire écho, ils doivent pas être en contradiction. Et généralement, l'empathie map, si vous êtes plusieurs dans la même équipe, c'est un bon moyen de vous aligner et d'aller chercher un peu plus loin. Et le persona, ça peut être uniquement le résumé de ce que vous avez pu mettre sur l'empathie map aussi, si vous le souhaitez. Donc c'est vraiment complémentaire et l'un ne remplace pas l'autre, vraiment. Nous, on vous conseille bien sûr de faire les deux. Donc quand on dit ce qu'il entend, c'est vraiment qu'est-ce que vont dire ses amis, son entourage, mais aussi qu'est-ce qu'il va entendre peut-être à la radio, qu'est-ce qui va l'influencer. Dans ce qu'il pense et ce qu'il ressent, c'est vraiment qu'est-ce qui va compter à ses yeux, quelles vont être ses motivations. Et donc là, on est plutôt dans du psychologique, dans du profond. Ce qu'il voit, c'est très premier degré, c'est vraiment qu'est-ce qui l'entoure ou qu'est-ce qu'il va voir. Notamment Patricia, au moment où elle est sur Facebook, qu'est-ce qu'elle voit, au moment où elle est dans le train, qu'est-ce qu'elle voit.
Ce qu'elle dit, c'est exactement ce qu'elle va vous dire quand vous allez l'interviewer, et c'est ce qu'elle pense penser, notamment. Et comment se comporte-t-elle? C'est qu'est-ce qu'elle va faire. Donc pareil, quand vous allez l'observer, c'est qu'est-ce que vous allez la voir faire. Donc c'est pas uniquement ce qu'elle va dire, mais vous allez voir qu'entre parfois il y a des décalages dans le comportement, et notamment, c'est ça qui est important, c'est d'aller voir du coup ses aspirations, est-ce que traduit son comportement. Et c'est ce qui va vous permettre du coup aussi d'aller affiner les motivations et les frustrations. Du coup, et si on passe à un exemple, donc on reprend toujours le cas de Bob Blackard, et là on voit Patricia. On va un peu plus en détail. Donc ce qu'elle voit, c'est que les billets sont chers, que les trains sont pas tous disponibles, par exemple. Comment elle se comporte? En fait, on va voir qu'en Europe, elle va voyager qu'en train ou en bus ou en covoiturage, mais qu'elle va faire qu'un voyage d'avion, par exemple, tous les 2 ans. Ce qu'elle va nous dire, c'est qu'elle est membre active sur des groupes de covoiturage et qu'elle adore voyager, mais que l'organisation lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Ce qu'elle entend, c'est les influenceurs, notamment sur son Insta, par exemple Amy Travels Worldwide. Elle va aller voir aussi des blogueurs, et puis sinon, elle va beaucoup communiquer avec ses amis, comme vous avez pu le comprendre, c'est un personnage sociable. Ce qu'elle pense et ressent, c'est le prix. Elle dit que c'est un vrai, que c'est un vrai facteur décisionnel qui va influencer ses achats, et également qu'elle adore un peu les lieux atypiques, les rencontres. Donc elle est plutôt dans un type original de voyage, de recherche. Et on peut aussi, dans ses pensées et son ressenti, comprendre à des moments, puisqu'elle a pu le montrer, comme elle prend peu l'avion, qu'en fait, elle fait très attention à tout ce qui est aussi écologie dans ses déplacements. Donc ses motivations, ça va être bien sûr, comme je disais, l'authenticité, les rencontres, le côté plus responsable aussi dans ses voyages. Et en tant que frustration, ça va être plutôt les offres de déplacement, responsables qui sont un peu limitées. Pareil, si elle veut dans des atypiques, c'est limité. Et qui lui demandent énormément de temps et d'énergie en recherche et en organisation. Maintenant, on va se concentrer sur le Customer Journey Map. Qu'est-ce qu'un Customer Journey? En gros, c'est le parcours de l'utilisateur. Pourquoi on veut comprendre ce parcours? Parce qu'en fait, ça nous permet aussi de mieux identifier ses points de satisfaction et ses points d'insatisfaction. Et c'est de ces points d'insatisfaction, de ces pain points, de ces problèmes, qu'on va pouvoir identifier des moments où il y a des opportunités de plus le satisfaire et donc d'améliorer l'expérience. Donc c'est vraiment pour retracer ce parcours dans son ensemble, en se focalisant sur ces pain points, mais en ayant aussi le contexte, qu'on va pouvoir mieux penser l'expérience qu'on va lui offrir. Comment on fait notamment pour faire un parcours pour déterminer tout ce qui est temporalité et tout ce qui est contexte? Comment choisir en fait ce contexte et cette temporalité? C'est toujours la première question et la plus compliquée quand on parle de Customer Journey. Comment on fait? On se pose juste la question de savoir quelle est la finalité en fait. Sur quel est le problème sur lequel on va vouloir, les problèmes sur lesquels on va vouloir s'attarder et qu'on va devoir résoudre. Et ce qui nous permet en fait de se dire qu'on n'a pas besoin de couvrir la totalité de la vie de notre utilisateur, mais uniquement le contexte autour de ce point-là, en amont et en aval. Donc, il faut qu'il soit, je dirais, au niveau, en termes de temporalité, suffisamment large pour qu'on puisse avoir le contexte général et qu'il soit bien lié, bien sûr, au sujet et au pain point qu'on veut cibler. Ceci dit, c'est toujours quand même pas évident, donc n'hésitez pas bien sûr à demander l'aide de vos coachs sur ce moment-là si vous avez des questions, ou en tout cas à leur demander de vous challenger. Suite à cela, une fois que vous aurez décidé la temporalité et le contexte, il faudra bien déterminer les étapes. Les étapes, ça veut dire que c'est une phase. Par exemple, ça peut être l'identification d'un besoin, le temps de recherche d'une solution. Donc c'est des moments quand même assez larges. Ça peut être un temps de trajet, par exemple. Une fois que vous aurez défini ces étapes, ce qui est important aussi, c'est de leur indiquer la temporalité. Vous pouvez donner 1 heure à côté, vous pouvez donner aussi le fait que c'est peut-être 2 jours après, puisqu'on n'est pas forcément que dans des échelles courtes d'une journée, mais on peut être sur des échelles parfois qui font 1 semaine, voire plus, en fonction de ce sur quoi vous voulez focaliser. Une fois que vous aurez déterminé ces étapes clés dans le parcours de votre utilisateur, vous allez vouloir pour chaque étape lister les activités liées à ces étapes. Donc là, on va un peu plus dans le détail, bien sûr, et il peut avoir bien sûr plusieurs activités dans cette étape. Par exemple, si on est une étape de recherche de solutions, ça peut être chercher sur Google, lire des avis, demander de l'aide à ses amis, appeler un proche. Donc toutes ces activités, elles vont bien sûr avoir une influence sur son niveau de satisfaction. Et c'est là où on va essayer de placer sur cette échelle un point qui va nous permettre de situer s'il est satisfait, neutre ou insatisfait dans chaque activité, et de pouvoir les graduer, bien sûr, par rapport à une ligne horizontale. Une fois qu'on aura établi
niveau de satisfaction et son humeur à ce moment-là, on pourra bien sûr compléter avec les points de contact qu'a l'utilisateur avec sa solution ou en tout cas son problème à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va lister tous les moyens qu'on a d'atteindre l'usager. Donc, ça peut être un lieu, ça peut être un outil, ça peut être, par exemple, si on fait une recherche sur Internet, on va mettre effectivement son ordinateur, ou on va mettre s'il est sur son smartphone, son smartphone. Si c'est, par exemple, pendant un trajet, on va dire que dans des activités, il doit faire le plein, ben, ça peut être la station-service avec le poste à essence. Donc, vous voyez, c'est plein de petits moyens qui nous permettraient, en tout cas, à un moment d'entrer en contact avec notre utilisateur. Une fois qu'on a identifié tout ça, l'étape la plus clé, qui est en fait celle dont on veut ressortir, c'est les opportunités. Qu'est-ce qu'on entend par opportunité? C'est tout ce qui peut se dégager de ce moment d'insatisfaction, donc soit en amont, soit pendant, comme opportunité pour améliorer l'expérience ou mieux satisfaire, en tout cas, ne serait-ce déjà notre utilisateur. Donc, c'est toutes ces opportunités-là qu'on va lister. Donc, tous les besoins qui n'ont pas été traités, se dire, bon, ben, c'est là qu'on va pouvoir, nous, trouver notre opportunité pour notre solution. Si on passe du coup sur le cas de Patricia, puisque focusons toujours sur Patricia, et donc le cas de Blablacar. Patricia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de partir en week-end avec ses amis à Aubusson. Donc ça, c'est sa première étape. La deuxième, une fois qu'elle a pris cette décision, elle va rechercher une solution. Donc elle recherche un moyen de transport. Et la troisième étape clé, Patricia, elle commence son trajet. Donc si on liste les activités, bah, par exemple, Patricia, pour décider de partir avec ses amis, elle va aller sur un groupe Facebook et elle va parler avec ses amis. La deuxième activité qu'elle va faire, elle va regarder pour son moyen de transport, rechercher son moyen de transport, un train est disponible. Ils sont tous complets. Elle va rechercher une alternative avec un bus ou une location. Le bus n'est pas disponible et la location est trop chère. Du coup, ils décident ensemble, en commun, de se dire, bah, si on partait ensemble, on pourrait louer une voiture et partager le prix, ça reviendrait moins cher qu'un train. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Suite à ça, elle va commencer son trajet. Ce qui veut dire qu'elle va d'abord aller réceptionner sa voiture dans une agence qui est loin de Paris. Et enfin, ils vont pouvoir partir. Donc à chaque fois, on a évalué son niveau de satisfaction. Quand elle décide de partir, elle est trop contente. Quand les trains sont complets, elle est un peu moins. Quand elle recherche une solution alternative, elle a d'espoir, donc ça remonte un peu. Au final, ces solutions alternatives fonctionnent pas, donc là, elle est carrément déçue. Et après, elle se met d'accord avec ses amis pour trouver une solution alternative partagée. Et c'est là que de nouveau, elle est de nouveau contente. Quand il s'agit d'aller rechercher sa voiture de location qui est un peu loin dans le 78, elle n'est pas de nouveau satisfaite. Et ainsi de suite, quand elle part, son niveau de satisfaction remonte. Donc on voit bien à ce moment-là qu'il y a différents points de contact, puisque un coup elle est sur Facebook, sur Messenger, un coup elle va sur le site de SNCF ou sur Wigo, sur des comparateurs, des revendeurs de billets, puis après elle va faire des recherches sur Internet, sur différents sites de location ou de compagnie de bus. Elle revient sur WhatsApp pour organiser son trajet au final avec ses amis. Puis elle va chez Sixt, dans l'agence de location dans le 78. Donc on voit qu'on a plein de points de contact différents. Et que suite à ces points de frustration et de satisfaction, on voit quand même des opportunités de ces points de frustration apparaître. Effectivement, on voit que tout ce qui est communication, ça mériterait d'être facilité et centralisé. Tout ce qui est recherche et logistique aussi pourrait être facilité. Et enfin, qu'on pourrait lui proposer un prix plus attractif. Comme vous pouvez le voir, ce parcours, ce user journée, ce parcours d'utilisation, il est fait en amont pendant votre phase d'observation. Maintenant, c'est un parcours que vous pouvez toujours reprendre et améliorer une fois que vous aurez la solution proposée. Et donc, ce que vous aurez fait en phase d'observation, vous pouvez le faire aussi en phase de conception et en phase de prototypage pour à chaque fois voir comment votre utilisateur va se confronter à votre solution et comment ça va résoudre ses problèmes. Donc, le parcours, le user journey map, c'est vraiment un outil très puissant parce que c'est un outil qui, tout au long de votre solution, va être sûr que vous adressez bien les points de satisfaction et de désatisfaction et que vous saisissez bien toutes les opportunités qui sont à votre disposition. C'est un très bon moyen, en fait, de raffiner votre produit, même une fois qu'il sera lancé. Mettez par exemple l'exemple de Uber. Uber, quand ils se sont lancés sur le marché, ils étaient au début tout seuls avec leur solution. Donc en fait, les gens l'utilisaient, ça c'est sûr, parce que de toute façon, il y avait un problème et il y avait une solution. Pour autant, la solution, elle n'était pas idéale et dans l'expérience, ils n'étaient pas totalement satisfaits. Si vous voulez être sûr qu'une fois que votre solution sera sur le marché, si d'autres viennent essayer de vous concurrencer, vous proposer une meilleure solution, c'est très important d'utiliser le User Journey Map pour être sûr que vous affinez bien l'expérience et être sûr que même sur un marché qui ne serait plus oligopolistique mais qui deviendrait très concurrentiel, ben vous ayez la meilleure expérience possible.
Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Parlons maintenant de la fiche problématique. Effectivement, problématiser est un moment crucial, puisqu'en fait, si vous n'avez pas la bonne problématique, vous ne pourrez pas trouver la bonne solution. Quel est l'objectif quand vous allez problématiser? C'est de bien sûr synthétiser en une question le problème de vos utilisateurs. Attention, parce que pendant la phase d'observation, vous aurez pu peut-être observer plusieurs pain points qui peuvent être différents et donc aussi éloignés et pas forcément tous associables dans la même problématique. L'idée, c'est pas de faire une problématique fourre-tout, mais c'est d'identifier le problème le plus pertinent, le plus prioritaire pour vos utilisateurs et qu'il vous faut donc résoudre. Donc la première étape pour problématiser, c'est de réfléchir à quel a été le problème le plus récurrent, le plus pertinent, le plus souvent cité par vos utilisateurs et que vous devriez choisir de vous focaliser dessus. Une fois que vous aurez choisi le problème sur lequel vous voulez focaliser, il faut bien sûr énoncer très clairement ce problème. L'idée, c'est de le synthétiser en une phrase en utilisant la formule « Comment pourrions-nous aider qui ?» Donc la première question, pour qui? À qui ça va s'adresser? Quelle est votre cible? Pour faire quelle action? Dans le but de changer quoi? Donc une fois que vous aurez synthétisé ce problème en une seule question et que vous l'aurez donc clarifié, il faudra quand même vous poser la question de savoir comment vous pouvez le quantifier. Donc à qui va s'adresser ce problème? Donc quel est votre marché? Parce qu'effectivement, une des choses clés quand vous faites votre problème, c'est de trouver un problème qui va vraiment susciter l'intérêt d'une solution. Donc si on s'attaque notamment à la question de est-ce que ce problème est vraiment pertinent d'avoir une solution, c'est certes l'utilisateur a une problématique, mais est-ce qu'il est conscient de cette problématique? Est-ce qu'il cherche à trouver une solution? Est-ce qu'il a hacké une solution pour laquelle il n'est pas prêt de payer? Ou est-ce qu'il serait prêt à payer pour une solution? Et c'est uniquement si vous avez suffisamment d'utilisateurs à terme qui seront prêts à payer votre solution, vous pourrez dire que vous avez un marché. Et donc, cette problématique a été bien trouvée. Donc, c'est vraiment clé et ça vous permet comme ça de prendre du recul sur votre problématique et vous demander si c'est bien la bonne. Comment on fait avec un exemple concret? Regardons donc maintenant comment le cas de Blablacar peut justement illustrer la problématique. Si on se focalise de nouveau sur Patricia, la problématique pourrait donc être comment pouvons-nous aider Patricia à se rendre n'importe où en France à un tarif attractif dans le but de lui permettre de visiter des lieux insolites et rencontrer des gens. Donc on a bien une problématique en une seule phrase qui précise bien la cible, Patricia, son objectif premier, donc l'action. Elle veut se rendre n'importe où en France à un tarif attractif, avec une finalité derrière qui est de permettre de visiter des lieux insolites et rencontrer des gens. Pour répondre à cette problématique, bien sûr, on peut aussi donc se focaliser sur les différents insights qu'on a listés. Donc, elle a envie de voyager sans additionner les moyens de transport, elle a envie de sociabilité, elle a un budget restreint, elle a des groupes sur Facebook de covoiturage, mais qui ont des limites, et elle a des prix en ce qui concerne les bus et les trains qui sont assez chers. Donc ça va être typiquement des insights qui vont vous aider à répondre à cette problématique. Et vous voyez bien qu'on est sur le même thème. Quelque chose aussi dont vous devez vous méfier quand vous faites cette problématisation, c'est de bien sûr ne jamais proposer la solution pour autant dans la question. Un des problèmes pourrait être par exemple, une des erreurs, c'était si vous aviez mis comment pouvons-nous aider Patricia à accéder plus facilement au covoiturage pour qu'elle puisse visiter des lieux insolites. Ici, on aurait déjà trop contraint la réponse. Là, l'idée, c'est vraiment dans ce problème d'évoquer que le problème et non pas les pistes de solution. Nous venons donc de voir tous les outils de restitution que nous vous recommandons, c'est-à-dire Persona, Empathy Map, User Journey Map et Fiche problématique. Tous ces outils peuvent être utilisés après chaque interview ou vous pouvez les utiliser pour restituer après plusieurs interviews si vous voulez les utiliser plutôt pour analyser plusieurs insights, plusieurs opportunités, plusieurs problèmes que vous auriez pu rencontrer au cours de vos observations. À vous de choisir. Ce qu'on vous propose aussi pour vous aider à choisir et faire le tri dans vos insights, c'est de regarder un outil de tri, et notamment le mind map. En effet, le mind map est un moyen de pouvoir trier vos insights. En traitant et classant les différentes données, ça vous permettra de les analyser. Ce qu'on vous conseille, c'est de les répartir par thématique. Vous partez d'une thématique globale que vous allez diviser en différentes thématiques spécifiques et enfin en sous-thématiques. Comment ça se traduit? Ça se traduit tout simplement avec l'exemple, par exemple, de Babacar. Comme vous pouvez le voir ici. Ici, on a différentes propositions quand il s'agit, par exemple, du trajet, et ici, quand il s'agit de la recherche. Ce qui est important quand vous faites une mind map, c'est d'identifier les sujets et thèmes secondaires pour vous permettre de partir de cette problématique principale ou thématique principale et de pouvoir faire ensuite
vos thématiques spécifiques. Une fois que vous aurez fait ça, pour chaque thème secondaire, vous les regroupez et vous listez toutes les sous-thématiques en lien, bien sûr. Une fois que vous avez également fait ça, on vous recommande, pour y voir plus clair dans votre mind map, de faire des traits un peu plus épais, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, entre les thématiques secondaires et les sous-thématiques. Vous pouvez également utiliser différentes couleurs, comme vous pouvez le voir, comme ça a été fait là. Ça vous permettra également plus facilement de vous repérer. Vous pouvez continuer bien sûr cet exercice jusqu'à ce que vous ayez abordé toutes les informations utiles recueillies. Comme vous pouvez le voir ici, on va parfois jusqu'à un deuxième, troisième, quatrième niveau de sous-thématique. Bien sûr, il y a différents formats et vous pouvez utiliser différents moyens pour le faire. Nous, on vous conseille par exemple d'utiliser Miro, Xmind ou Lucidchart. Je vais vous montrer d'ailleurs un autre exemple qui peut vous aider à mieux envisager ce que vous pouvez faire. Par exemple, ici, vous avez un autre code couleur, un autre graphisme, d'autres manières de faire les traits ou de regrouper les informations. Libre à vous de faire comme vous voulez. Ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir, dans cette classification des insights, bien différencier une observation, c'est-à-dire quelque chose que vous avez observé une ou plusieurs fois, d'un fait, c'est-à-dire quelque chose qui est vrai et que vous savez et que n'importe qui sait aussi, d'un insight qui est en fait une nouvelle information qui va développer une opportunité possible pour vous avec votre solution. Donc vraiment, ce qui nous intéresse là, c'est d'aller trouver les insights et de pouvoir les identifier. Maintenant qu'on vous a présenté les outils de restitution et de tri de l'observation, à vous de jouer. Identifiez 3 personas idéalement. Pour chacun, en fait, une empathie map, une journée map et une problématique. Et n'hésitez pas à solliciter votre coach si vous avez une quelconque question. Merci pour votre écoute, à très bientôt. Au revoir.